présente sur Al-Oula, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Rabat et Madrid hissent leurs relations de partenariat vers des niveaux supérieurs. Une volonté commune réaffirmée lors de la visite au Maroc du ministre espagnol des Affaires étrangères. José Manuel Álvarez s'est entretenu avec les acteurs économiques, de quoi tracer de nouvelles perspectives de coopération entre les deux royaumes. Le dialogue sur l'Atlantique, une thématique qui polarise les débats à Marrakech dans le cadre de la 12e édition de la conférence internationale des Atlantic Dialogues. Les panélistes appellent à une coopération atlantique renforcée pour le développement économique et social des pays du Sud. Également au menu de ce journal, notre escale culturelle hebdomadaire. Zoom ce soir sur un art ancestral marocain de plus de 5 siècles d'existence. Le Melhoun, une poésie populaire désormais reconnue par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Le Melhoun, ses origines, ses influences et son avenir, nous en parlerons avec le grand musicologue et compositeur Nabil Belhabchlil. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message royal de félicitations à Madame Viola Amherd à l'occasion de son élection à la présidence de la Confédération suisse. Dans ce message, le souverain exprime ses félicitations et ses vœux de plein succès à Madame Amherd dans l'accomplissement de sa mission. Sa Majesté le Roi assure à la présidente élue de sa pleine disposition à œuvrer de concert à la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Maroc et la Suisse. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Madame Viola Amherd. Maroc-Azerbaïdjan, le chef du gouvernement a rencontré aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale azerbaïdjanaise. Les entretiens entre les deux responsables ont notamment porté sur les moyens de renforcer la coopération entre Rabat et Bakou, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du président de la République d'Azerbaïdjan, son Excellence Monsieur Ilham Aliyev. Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre l'action commune en vue de renforcer les échanges bilatéraux dans les différents domaines. L'occasion aussi de saluer les bonnes relations politiques entre le Royaume du Maroc et la République d'Azerbaïdjan, marquées par le respect et le soutien mutuel. Par ailleurs, dans un communiqué, le département du chef du gouvernement n'a pas manqué de souligner le soutien de la République d'Azerbaïdjan à l'intégrité territoriale du Royaume et aux positions du Maroc au sein des instances internationales. Coopération sécuritaire Maroc-France, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, M. Abdeltef El-Hamouchi, a tenu 2 séances de travail avec le directeur général de la sécurité intérieure en France. M. Nicolas Lerner, qui effectue une visite de travail dans le Royaume. 2 questions à l'ordre du jour de ces réunions: l'évaluation de la coopération dans les domaines de renseignement et de sécurité et coordination opérationnelle en lien avec les questions sécuritaires d'intérêt commun. Objectif: garantir l'échange des expertises et expériences, renforcer la sécurité commune et faire face aux menaces et risques qui guettent les deux pays. Maroc-Espagne, les deux alliés stratégiques sont liés par des relations historiques doublées d'un partenariat économique et commercial exceptionnel. Mais Rabat et Madrid aspirent à propulser leurs relations vers de nouveaux horizons. Hier, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a eu une rencontre avec les acteurs économiques marocains. L'occasion pour les deux parties de mettre en avant leur volonté commune d'insuffler une dynamique nouvelle aux investissements de part et d'autre. Mariam El-Mohafed, Abla Ali Ayad et Oumay Marmi. Entre Rabat et Madrid, les relations ne cessent d'évoluer et de s'enrichir. Et la visite du ministre espagnol des Affaires étrangères en est la parfaite illustration. Un témoignage du partenariat renouvelé et de nouvelles perspectives de coopération plus ambitieuses pour les deux royaumes voisins. La rencontre de M. Álvarez avec les opérateurs économiques marocains témoigne d'une forte volonté de l'Espagne de booster encore plus les investissements au Maroc.
Nos pays sont des partenaires historiques qui poursuivent le développement de leurs liens économiques. Il y a beaucoup d'entreprises espagnoles qui sont déjà installées au Maroc. Un grand nombre d'investisseurs espagnols ont mis en avant leur volonté de s'implanter au Maroc. Une amitié qui se concrétise aujourd'hui à travers de fortes relations commerciales. L'Espagne étant le premier partenaire commercial du Maroc. Le premier partenaire commercial du Maroc avec plus de 26 milliards d'euros d'échanges. Ces échanges sont équilibrés. Nous avons plus de 17 000 entreprises espagnoles qui travaillent avec le Maroc. Et nous pensons que nous pouvons aller encore plus loin à l'avenir puisque ces échanges commerciaux n'ont fait que se développer ces dernières années. Nous sommes convaincus que nous pouvons aller encore plus loin dans l'avenir. Les échanges commerciaux se développent de plus en plus. Ce que nous attendons aujourd'hui des relations maroco-espagnoles, c'est de multiplier les investissements, d'autant plus que le Maroc peut faciliter aux Espagnols l'entrée au marché africain. Le Maroc, une véritable porte d'entrée vers l'Afrique, ce qui renforcera davantage les échanges entre l'Espagne et bien d'autres pays du continent, et à terme, favorisera de nouveaux mouvements des chaînes de production. Un partenariat gagnant nord-sud, mais aussi sud-sud. Aide post-séisme, la Fondation Mohamed V pour la solidarité met à la disposition des familles sinistrées une plateforme d'hébergement entièrement aménagée et équipée. Elle est d'une superficie de 10 000 m² et elle prend place au Douar d'Gouj, à 2 km de Tlet Yacoub. Y sont accueillis 54 ménages, soit 240 personnes, dont des veuves et des personnes en situation de handicap. Une initiative solidaire déployée en partenariat avec l'Agence nationale des ports et les autorités locales. Direction Marrakech qui abrite les travaux de la 12e édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South, des Atlantic Dialogues. Au cœur des discussions, l'Atlantique, une thématique en droite ligne avec les hautes orientations et directives royales sur l'Afrique atlantique contenues dans le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Au moment où l'espace atlantique prend de plus en plus d'importance, se pose la question de la coopération entre les pays des deux rives de l'océan. La coopération atlantique serait d'un grand apport pour le développement économique et social des pays du Sud. Pour les participants au dialogue atlantique, ce rapprochement est à même d'offrir une réponse coordonnée à certains défis, comme la transition climatique et la sécurité et la paix dans la région. Cette nouvelle dynamique d'un Atlantique plus élargi et plus inclusif fait la jonction non seulement entre l'Est et l'Ouest, mais également avec le Sud-Africain et latino-américain. Dans ce sens, notre centre œuvre à travers ce rapport annuel à apporter des éléments de réflexion et d'analyse pour les mettre à la disposition des décideurs, des chercheurs, des académiciens et de tous ceux qui s'intéressent à la zone atlantique. Anciens chefs d'État, ministres, diplomates, chercheurs et représentants de think tanks prennent part à cette conférence. Au programme des discussions, l'avenir des partenariats stratégiques et du multilatéralisme, l'émergence du Sud global, la refonte de l'architecture financière internationale, les défis actuels de la démocratie et les enjeux du changement technologique pour une transition durable. Nous avons échangé les expériences et les expertises sur les opportunités offertes aux pays riverains de l'Atlantique de renforcer leurs relations. Nous sommes optimistes quant à l'avenir du partenariat entre le continent africain et l'Amérique latine. 3 jours durant, cette 12e édition des dialogues atlantiques abordera une variété de sujets économiques et géopolitiques, reflet des transformations d'un Atlantique élargi. L'objectif étant d'apporter une contribution utile à la réinvention de la gouvernance et une nouvelle conception des logiques de coopération. Actualité internationale, pas de répit pour les raids aériens d'Israël contre la bande de Gaza. L'État hébreu a multiplié aujourd'hui ses attaques par les airs sur ce territoire assiégé. Des violences intensifiées dans le nord et à Khan Younes, la grande ville du sud, où le Hamas fait état de dizaines de morts et de blessés dans des bombardements.
La ville voisine de Rafah a elle aussi été frappée au 70e jour des violences. L'offensive israélienne a plongé la bande de Gaza dans une grave crise humanitaire. Selon l'ONU, 1,9 million d'habitants, soit 85% de sa population, ont été déplacés. Et 18 787 personnes, à 70% des femmes, des enfants et des adolescents, ont été tuées, toujours selon le Hamas. En Chine, un accident inhabituel est survenu hier soir dans le métro pékinois, faisant au moins 102 blessés. L'incident s'est produit en pleine heure de pointe lorsque 2 trains sont entrés en collision. Selon les premiers éléments, l'accident a été causé par la neige, ce qui a rendu les rails glissants et entraîné une dégradation du signal et un freinage d'urgence. Suite à cette première tempête de neige de la saison, les autorités de la capitale ont décidé la fermeture des écoles et l'arrêt des transports. Et puis nous enchaînons avec cet incident qui a eu lieu hier soir au Japon où 32 personnes se sont retrouvées bloquées la tête en bas dans des montagnes russes à 40 mètres au-dessus du vide pendant 45 minutes. Un vrai cauchemar pour les passagers de cette attraction à Osaka. Heureusement, les passagers ont pu finalement être évacués et sont redescendus par les escaliers de secours. Personne n'a été blessé. Une anomalie serait à l'origine de cet incident. Plus de peur que de mal. Nous en venons à notre escale culturelle hebdomadaire. Nous jetons ce soir la lumière sur une mémoire vivante du Maroc, l'art du Melhoun, désormais reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Né à Tafilalt, voici 5 siècles, ce répertoire inépuisable de poèmes transmis à travers des générations de poètes fait partie intégrante du patrimoine musical millénaire du Maroc. Retour sur cette reconnaissance internationale d'un héritage marocain authentique avec Mustafa Zahiri, Samira Sban et Iman Ablou. Des vers chantés en arabe dialectal, accompagnés de musique jouée sur des instruments traditionnels, le Melhoun est un répertoire qui glorifie l'amour, les joies de la vie, la nature et les plaisirs de la fête. Plus de 4 ans après le dépôt de la candidature du Maroc pour inscrire le Melhoun sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, c'est aujourd'hui chose faite. Une occasion de rendre ses lettres de noblesse à cet art, mémoire d'un royaume multiséculaire et trait d'union entre son passé et son présent. Le Melhoun est un patrimoine traditionnel ancien, mais il a su très bien s'adapter aux changements de la société marocaine. Et je suis sûr qu'avec cette inscription, il y aura un regain d'intérêt pour ce genre musical et que les plus jeunes, en particulier, s'y intéresseront et lui donneront un élan nouveau, ce qui ne pourra qu'en assurer la sauvegarde durable. Félicitations chaleureuses à tous ceux qui ont porté ce dossier d'inscription auprès de l'UNESCO. La reconnaissance du Melhoun comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité est un moment joyeux qui rend justice à un répertoire exceptionnel. Dans ce sens, il est important de féliciter les acteurs culturels qui ont sans cesse œuvré à la promotion de cet art et à sa protection contre toute tentative étrangère de s'approprier cette forme d'expression poético-musicale 100% marocaine. C'est un héritage humain né au Maroc. Sur ces terres, il a évolué et rayonné au fil des générations. القول واكدا بسم الله بها لتنا نالو ديكو هادي وفضلها ما ينتبدا. La consécration est arrivée et vient confirmer la place du Melhoun dans le corpus du patrimoine de l'humanité, étant un art et une littérature qui ont pu conserver et documenter la mémoire de tout un peuple dans sa relation avec les autres cultures de l'humanité.
Né dans la région de Tafilalt, dans le sud-est du pays, cet art s'est d'abord développé au sein des zaouïas de la région pour se répandre progressivement et atteindre les grandes villes où il était principalement accueilli et interprété au sein des corporations d'artisans des villes anciennes. Le melhoun est le récit propre à la nation marocaine. C'est leur mémoire et leur motif de fierté. C'est aussi leur compagnon dans les moments et les événements festifs. Suite à l'approbation de la demande d'inscription du melhoun sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, le royaume aura ainsi introduit 13 éléments de son patrimoine dans cette liste et se maintient à la tête des pays africains. Pour un éclairage sur l'inscription du melhoun par l'UNESCO comme patrimoine immatériel universel, nous avons l'honneur de recevoir le compositeur et musicologue Monsieur Nabil Benabdjilil. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, Monsieur Benabdjilil, quels sont les points forts de l'anthologie du melhoun qui lui ont valu cette reconnaissance par l'UNESCO ? Ben écoutez, le melhoun s'inscrit vraiment dans cette conscience marocaine collective. C'est un marqueur de l'identité citadine, mais cette identité-là, à la différence par exemple de cet aristocratisme de la musique andalouse, s'inscrit dans un esprit un tout petit peu plus populaire et qui est partagé par énormément de Marocains. Effectivement. Et donc, oui, si on voit par exemple les sujets que traite le melhoun touche à tout. C'est sur Zirda, sur la bonne cuisine, la beauté de la femme, l'amour est traité parfois d'une manière assez érotique et parfois d'une manière soufie, transcendante, les sujets historiques, tout sujet confondu. Donc c'est une sorte de conscience éveillée et d'expression qui accompagne la vie, tout simplement. Et cette mémoire, elle est fière, enracinée, mais à la fois elle est ouverte et plurielle. Absolument. Qui a tout naturellement ses particularités, tant au niveau du texte, comme vous venez de le mentionner, qu'au niveau de la mélodie. Quels sont les signes distinctifs justement de cette compilation d'Orsaïd ? Écoutez, bon, déjà il y a un élément très intéressant, c'est que le cheikh du melhoun toujours inscrit son nom au dernier vers. Il dit vraiment, voilà, je suis là. Donc il est en train de s'identifier, il vous parle. Alors il y a un élément très intéressant, je crois, c'est l'élément du qiyas. Alors le qiyas, comment on va identifier le qiyas ? Le qiyas, c'est quelque part les talents métriques, les talents rythmiques, mais également la mélodie. Pourquoi ? Parce qu'au début, le melhoun, d'un point de vue poétique, était un grand saut dans le caractère scientifique du langage dialectal. Pourquoi ? Parce que les premiers chants du melhoun ont établi le haroud dialectal, c'est-à-dire le système du métrage, le maître dialectal. Et puis nous avons eu affaire à ces qiyas. Alors le qiyas, c'est quoi ? C'est que voilà la structure, mais cette structure-là, elle commence du début jusqu'à la fin. Et puis même la mélodie qu'on va reproduire sur le premier texte, on va utiliser toujours la même mélodie. C'est pour cela qu'on dit par exemple qiyas Fatma, qiyas ça, qiyas cela. C'est-à-dire que voilà, c'est une autre poésie, mais dans le qiyas de Fatima. Très bien. Donc la richesse du melhoun, elle provient de ses origines, bien évidemment, mais également de ses influences. Quelles sont-elles ? Ben, écoutez, la musique de melhoun, déjà, tout d'abord, il y a une petite, comment dire, une discussion quant à la définition du mot melhoun entre les deux grands spécialistes qui sont deux grands hommes d'État, Abbas el-Gerari, doyen de la littérature marocaine, on sait bien qu'il y a Abbas el-Gerari, et Mohamed el-Fassi qui est l'un des premiers ministres juste après l'indépendance. Alors Abbas el-Gerari dit que le melhoun, en fait, on doit le définir sur le plan poétique comme à partir de la règle de al-lahn fil kalam, c'est-à-dire contourner
la règle, contourner la règle de la bonne grammaire. Et donc, peut-être sous-entendu, c'est un arabe qui est devenu dialectal, mais qui a la même teneur classique, la même teneur de noblesse. Pour El Fassi, non, attention, pour lui, c'est une définition musicale dès le départ, donc c'est une poésie chantée. Voyez un tout petit peu la différence. Très bien. Alors, nous sommes devant une culture poétique à la fois savante mais populaire, comme vous venez de le mentionner. D'où le Melhoun puise-t-il ses inspirations, tant au niveau des textes et des musiques? Oui, alors justement, c'est un tout petit peu la continuation de la dernière question. Donc, oui, au début, le Melhoun était une sorte un phénomène de lecture rythmique. D'accord. Il n'y avait pas réellement de mélodie. C'est vers ce constat-là que tendent la majorité des historiens maintenant, dans un certain consensus entre la théorie Al-Jirari et la théorie d'El Fassi. Et donc, mais petit à petit, on voit l'éblouissement des praticiens par la musique andalouse. Par le tarab al-ala. Et donc déjà dans l'exaïd de cette période-là, on cite les instruments de la musique de l'ala avec ébahissement, avec amour. Et progressivement, nous avons eu Tsarija qui rentre, et puis les autres instruments de musique. Et il faut dire que les Alaouites, avant, c'est les Saadiens, et puis c'est la dynastie Alaouite qui a permis au Melhoun d'atteindre son apogée, notamment dans la période du sultan Mohammed ibn Abd al-Rahman. Très bien. Alors, on parlera aussi des thématiques. Donc, Cheikh Saïd qui célèbre la poésie marocaine ancestrale, le dialectal marocain. Quelles sont les thématiques abordées par les poèmes d'Exceda? Écoutez, des thématiques varient, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour, accompagner la vie, parler de la vie de tous les jours, parler des événements historiques. L'amour du prophète. Oui, bien sûr. Donc la dimension soufie, l'amour du prophète. Donc vous allez aller de l'éroticité jusqu'au religieux, en passant par les événements et par la vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait le fait que ce Melhoun est proche. Le mot d'ailleurs Nasl Riwan vient du Melhoun. Et qu'on est très bien l'affiliation Melhoun, Nasl Riwan, Tayyib Siddiqi. Et donc tout ça vient de cet art populaire. On retrouve aussi beaucoup les corps de métier. Absolument, absolument. Absolument. Alors, ce patrimoine résiste au fil des siècles dans un monde qui bouge perpétuellement et à grande vitesse. Comment faire parvenir le Melhoun aux jeunes générations? Écoutez, comme on a entendu dans le reportage tout à l'heure, on espère bien que cette reconnaissance donnera à tout le monde ici une certaine forme de fierté positive pour se dire que nous avons quelque chose d'aussi excellent dans notre musique. Alors maintenant, la question de modernisation. Oui, cette modernisation, bien ces tentatives de changement, bien de simplification, bien de vulgarisation, pourquoi pas? Mais à condition de ne pas nous faire oublier l'original. C'est-à-dire, j'ai moi-même fait une version très blues du Qasida du Melhoun. Vous connaissez bien la version de Nabila Ma'an de Arhmiya Raht. Vous voyez, mais tout cela, c'est bien. Mais à condition qu'on se dise, on va revenir, on va aller découvrir le son original, la voix de Toulali, le jeu de Sidi Mohamed El Wali au violon, et écouter vraiment le Melhoun dans son authenticité. Alors, si ça va servir pour vulgariser, pour attirer l'attention et nous rendre curieux, c'est bien. Le danger est toujours dans le fait que cette nouvelle version codifiée risque de nous faire oublier l'authenticité. Très bien. Donc, toujours modernisé, mais en gardant l'essence traditionnelle du Melhoun. Je vous remercie, monsieur Nabil Nabjlil, compositeur, musicologue et professeur universitaire. Merci pour tous ces éclairages. Je vous en prie. Et avant de vous quitter, sachez que de fortes rafales de vent balayeront dès les prochaines heures et tout au long de ce week-end plusieurs régions du royaume. Suite à ce bulletin d'alerte émis par la Direction générale de la météorologie, le ministère de l'Équipement et de l'Eau appelle à la vigilance et à la prudence tous les usagers des routes et des autoroutes.
Ces derniers sont invités à reporter leur déplacement jusqu'à amélioration des conditions météorologiques. Prudence donc si vous êtes près des provinces de Fahsanjra, Tanger, Asela, Tétouan, Mdirk, Fnedok, Sidi Fnid, Tantan, Glim, Assazag et Smara. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Très belle suite des programmes à tous sur Abdullah.